Bonjour et bienvenue sur BFM Business. Dans ce débat décryptage, on va essayer aujourd'hui de comprendre ce qui se passe sur un marché qui nous concerne tous. Ce sont des produits qu'on achète, qu'on met dans nos chariots. Ce sont évidemment les produits bio. Depuis quelques mois, depuis bientôt même 2 ans, ce marché du bio, après avoir connu de très fortes croissances ces dernières années, connaît un petit coup d'arrêt sur le marché bio. Alors, c'est évidemment lié à cette période très particulière d'inflation, de difficultés sur le pouvoir d'achat. Mais on va essayer de voir avec nos invités du jour, on va essayer de décrypter pour savoir s'il n'y a pas des problèmes plus profonds au bio et si ce marché va réussir à rebondir après les difficultés qu'il connaît depuis quelques mois. Alors, pour décrypter tout cela, on reçoit nos 2 experts. Franck Rosenthal, d'abord, spécialiste du commerce, du marketing de la grande distribution, qui arpente le monde entier à la recherche de nouveaux concepts de magasins et qui connaît très bien, évidemment, ces marchés de l'alimentaire et du bio. Mais aussi, on a Philippe Camburé qui va nous apporter un regard plus filière amont. Il est producteur dans le bio, céréalier dans Lyon depuis 23 ans. Je crois que vous êtes passé en bio il y a 23 ans. Et aussi président de la Fédération nationale de l'agriculture bio. Et votre fédération, justement, a cette semaine signé une lettre ouverte pour appeler la grande distribution à ne pas sabrer dans le bio, à continuer à proposer du bio. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendiez à travers cette lettre ouverte et quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui ? Alors, la grande distribution représente à peu près 50% des parts de marché bio aujourd'hui. Donc, fort de ce constat, il nous est apparu important justement de solliciter aussi des efforts de la grande distribution pour finalement pour donner une suite à cette croissance qu'on a connue pendant plusieurs années et parfois à 2 chiffres. Il y a beaucoup d'indicateurs qui ont été multipliés par 2, 3 en 10 ans ou même 5 ans. Et donc, cette dynamique-là, aujourd'hui, elle marque le pas. Donc, comme on a sollicité aussi les pouvoirs publics, notamment dans le cadre du débat budgétaire, c'est l'affaire de tous aussi. Est-ce qu'on continue à vouloir produire bio pour nous, à vouloir consommer bio pour les consommateurs? Et donc cet esprit qui s'était organisé autour d'un développement bio jusqu'à il y a quelques années, est-ce qu'on lui donne une suite ou pas? Donc voilà l'objet de l'interrogation. Est-ce que les agriculteurs bio ont aujourd'hui du mal à vendre leurs produits à la grande distribution? Et est-ce que la grande distribution réduit la taille de ses rayons bio pour mettre en avant davantage de produits premier prix, de produits marques de distributeurs moins chers et plus facilement accessibles dans ces périodes de pouvoir d'achat difficiles? Aujourd'hui, on constate évidemment qu'il y a beaucoup de repères qui sont bouleversés, à la fois chez les consommateurs, mais aussi la grande distribution ou la distribution en général se réorganise pour faire face aux nouveaux enjeux qui arrivent. Donc, les paramètres d'inflation, évidemment, viennent rajouter de la complexité à ça. Aujourd'hui, on a des producteurs qui commencent à trouver des débouchés beaucoup moins nombreux et la question se pose pour certains de rester en bio et la plupart du temps pour les plus récemment arrivés, dans la mesure où ils ont peut-être investi humainement, techniquement et aussi de manière économique dans le changement. Et aujourd'hui, ils peuvent se poser ces questions-là. Donc pour l'instant, on n'est encore pas à avoir une crise de surproduction bio. On n'en est pas là, loin de là. Mais néanmoins, les questions se posent. Donc on attend aussi que dans les grandes surfaces, on ait toujours une place vraiment volontaire pour placer les produits bio dans les rayons. Alors, Franck Rosenthal, vous suivez la grande distribution. Pendant des années, on a plutôt entendu un discours inverse de la part de la filière bio, qui critiquait finalement la grande distribution, en tout cas qui considérait que la grande distribution vendait mal le bio. Est-ce que ce n'est pas paradoxal aujourd'hui, cet appel à l'aide à la grande distribution ? C'est un petit peu surprenant, voilà, donc, par rapport aux prises de position qui avaient été prises précédemment il y a quelques années. Et c'est un tout petit peu paradoxal parce que finalement, si on regarde, on revient 3 ou 4 ans en arrière sur les grandes années du bio, vers 2018-2020, on voit qu'il y a une croissance très forte sur tous les circuits, y compris dans la grande distribution alimentaire, mais que la part d'exposition du bio, elle est supérieure à la croissance. Et peut-être que ça a dopé la croissance. Bon. Alors après, on peut peut-être accepter que les ajustements soient vrais dans l'autre sens aussi quand le marché ralentit. Je ne sais pas si c'est bien ou pas de faire ces arbitrages-là, mais en tout cas, c'est normal qu'il y ait des arbitrages à partir du moment où il y a des arbitrages. Il faut le rappeler, c'est le consommateur qui arbitre ce qui se passe dans les magasins. Donc c'est le consommateur qui arbitre. Aujourd'hui, il y a moins de demandes. Est-ce que ce n'est pas finalement logique que la grande distribution, du moins momentanément peut-être, réduise un petit peu la part du bio pour après revenir si le marché redécolle? Philippe Camburé.
Alors, c'est du choix stratégique qui est peut-être justement de la réaction, mais en temps raccourci par rapport au temps dont on a besoin, nous, parce qu'on est une filière émergente et on a besoin de temps pour se projeter, pour convertir les fermes, ça prend du temps, pour construire les filières, pour mettre en place les outils de transformation, tout ça, ça prend du temps. Et évidemment que si dans les chaînes de valeur, on a des acteurs qui réagissent, surréagissent plus vite que les autres, évidemment que ça ne va pas fonctionner. Donc, ce qu'on attend de la distribution en général, c'est d'être clairvoyant par rapport aux enjeux aujourd'hui qui vont se focaliser, qui vont focaliser l'attention des consommateurs sur du prix, sur des marques de distributeurs, sur des enjeux qui sont finalement un petit peu loin de ce que nous on veut porter, parce que la consommer bio, c'est aussi un acte finalement citoyen. C'est aussi pour apporter sa contribution à un changement de la société dont on voit qu'elle a du mal à répondre aux enjeux de transition alimentaire et de transition écologique. Alors la transition alimentaire, la transition écologique, elle est, semble-t-il, coûteuse. Un produit bio aujourd'hui coûte en moyenne 30% plus cher. On a des études qui montrent davantage, 50, 70%. Pourquoi le bio est plus cher aujourd'hui que le conventionnel? Et est-ce que c'est la cause de cette désaffection, peut-être momentanée, des consommateurs pour les produits bio? Alors, j'ai beaucoup de chiffres, moi, qui montrent qu'aujourd'hui, là, dans beaucoup d'endroits, on trouve des produits bio non seulement au prix du produit conventionnel, parce que les produits conventionnels ont connu de fortes hausses, en bio, ça augmente moins, et même par endroits, on a des produits bio qui sont inférieurs au prix conventionnel. Donc, de ce fait, on voit bien à quel point tout est bouleversé. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on trouve des produits bio? Aujourd'hui, les producteurs cassent les prix du bio, c'est ça? Alors, pour pouvoir les couler? c'est pas spécialement casser des prix, c'est rester modeste sur les marges qui sont faites. Et à l'inverse, quand on a une agriculture qui est fortement dépendante des engrais azotés qui viennent de Russie, fortement dépendante de l'énergie, quand on a des serres qu'il faut chauffer, fortement dépendante de toute la volatilité des prix, forcément, les prix se répercutent jusqu'au bout, jusqu'au consommateur. Ce n'est pas le cas en bio. En bio, justement, on travaille sur l'autonomie des fermes et sur la résilience maximale. Et donc, de ce fait, cet écart de prix se réduit considérablement. Et si aujourd'hui, il y a des écarts qui subsistent, c'est tout simplement parce que les produits conventionnels n'intègrent pas la réalité du coût de l'agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, on dépense des milliards d'euros pour dépolluer l'eau. On dépense des milliards d'euros pour soigner des maladies dues justement à des problèmes, des problèmes sanitaires sur certains produits. Donc, on ne prend pas le coût réel. En agriculture biologique, on a un coût qui correspond beaucoup plus au vrai prix des produits alimentaires. D'accord. Alors, Franck, le consommateur, alors il y a le coût réel, il y a le coût de la transition environnementale, mais en face, il y a un consommateur qui a un pouvoir d'achat contraint. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur considère que le bio, c'est un luxe qu'il ne peut plus se payer, et est-ce que le bio est trop cher pour lui? Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, qui limite les achats et la fréquence d'achat des produits bio? Oui, alors je crois qu'il faut distinguer effectivement la réalité des prix et la perception des prix. Moi, je vais plutôt parler de la perception. Et c'est vrai que si on regarde année après année, il y a l'agence bio qui fait une étude de référence sur les consommateurs français. Et c'est la même méthodologie, donc on peut comparer. Et en fait, je regardais pour préparer ça, le premier frein aujourd'hui sur la consommation bio, c'est le prix. Mais si on regarde, il y a 4 ans dans les plus belles années du bio, il y a 3 ans dans les plus belles années du bio, c'était aussi le premier frein. Donc en fait, ce frein, il est historique. Alors évidemment, il se ressent beaucoup plus dans une année où il y a cette baisse du pouvoir d'achat. Donc même quand le bio marchait bien, avait de fortes taux de croissance, oui, les clients disaient oui, mais trop cher. Oui. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que dans l'étude, je ne veux pas être trop technique, mais l'agence bio, en fait, étudie l'ancienneté de consommation du bio du client. Et en fait, donc on voit des gens qui ont une faible ancienneté qui viennent d'être recrutés par le bio, et on voit c'est notamment des populations assez jeunes, et on voit des gens qui ont une forte ancienneté et qui consomment du bio depuis 15-20 ans. Et en fait, quel que soit l'historique de consommation par rapport au bio, on voit que le frein numéro 1, c'est le prix. Donc ça prouve bien quand même qu'il y a un problème de perception. Les arguments qui ont été développés sont des arguments qui sont justes. Ils ne sont sans doute pas assez expliqués aux consommateurs pour qu'ils perçoivent mieux cette différence de prix.
Voilà, donc je pense que c'est le grand enjeu en fait. Il y a des exemples qui illustrent ça assez bien. Aujourd'hui, dans la restauration collective, même si on est très très loin des objectifs en matière d'introduction de produits bio, mais on a des cantines publiques qui arrivent à fonctionner avec les mêmes coûts qu'en conventionnel, tout simplement en travaillant de façon différente. Donc avec des produits de saison, déjà, acheter quand les produits sont les moins chers, c'est déjà bien, sans emballage, des produits bruts où il y a moins de transformation. Et tout ça, ça fait que finalement, à la fin, il y a moins de gaspillage. Et si on rapporte le coût payé au prix acheté, bah finalement, on est au même niveau. Donc c'est aussi beaucoup une question d'habitude de consommation et d'habitude de relation aux produits alimentaires. Alors, le prix en lui-même ne veut pas dire grand-chose, c'est le prix, bénéfice, évidemment. Est-ce que les consommateurs voient directement le bénéfice des produits bio, en dehors de la sensibilité qu'on a pour les questions environnementales? On voit sur les produits frais, aujourd'hui, il y a des enseignes qui sont dans le frais conventionnel, on pense à Grand Frais ou d'autres, qui résistent plutôt bien à la crise, alors qu'elles sont plutôt plus chères. Pourquoi le bio fait davantage les frais de cette contrainte sur le pouvoir d'achat actuellement? Est-ce que le consommateur, finalement, ne perçoit pas directement l'intérêt à consommer bio et donc sacrifie aujourd'hui ce type d'achat? Je pense qu'on a aussi beaucoup d'informations à apporter dans ce contexte où tout est bouleversé. L'information sur un produit bio, elle base d'abord sur le décryptage d'un cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est très, 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 très technique. Et on n'a plus qu'un emballage où on va pouvoir apporter quelques informations. Je vais prendre l'exemple d'une boîte à œufs aujourd'hui. Une boîte à œufs aujourd'hui, même si elle est bio, on est obligé de rajouter que les poules sont nourries sans OGM, qu'elles sont nourries avec des céréales et qu'elles peuvent aller dehors. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter ça alors que tout est déjà dans le logo AB? Donc il y a besoin de communiquer énormément là-dessus. Et si les consommateurs ne voient plus finalement ce qu'il peut y avoir derrière un produit alimentaire bio, c'est tout simplement parce qu'on a manqué de moyens jusqu'à présent pour communiquer. Et si tout un chacun se demande la dernière fois qu'il a vu une publicité pour un produit bio, je pense que ça remonte à des années et des années. On n'a pas communiqué, on était sur une routine où tout se passait sans faire trop d'efforts là-dessus. Et puis on n'a pas eu les moyens qui nous ont été, notamment sur l'agence bio, pour mener ça de front. Et aujourd'hui, on en voit un petit peu le résultat. D'accord, donc déficit de communication. Est-ce que le produit, Franck Rosenthal, satisfait le consommateur de bio? On entend souvent dire, le bio, finalement, c'est comme le conventionnel, ça a peut-être un peu moins de goût. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit là aussi sur le produit bio? Oui, alors ça fait partie des freins. Voilà, alors c'est un frein qui est beaucoup plus faible que celui du prix. Le prix, c'est de l'ordre de 70%, donc c'est le frein numéro 1. Et le goût, c'est cité à peu près à 10% par les consommateurs. Je prends toujours les études de référence de l'agence bio. Mais c'est quand même un frein réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça va avec la perception du prix. C'est-à-dire que quand vous avez en perception des prix qui coûtent 30 à 40% plus cher, vous voulez avoir un goût qui est réel et avoir aussi une différence de goût. Et vous ne l'avez pas toujours, quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des consommateurs qui sont assez durs sur le goût et qui par ailleurs demandent aussi, et ça c'est peut-être un travail à mener avec les distributeurs, mais qui soient spécialistes ou les grands de la distribution alimentaire, demandent aussi des animations, des dégustations. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut constater que le produit il est bon aussi. Voilà. Et c'est important parce que plus le prix paraît élevé, plus on a besoin de se rassurer sur le goût. Et on a besoin de se rassurer sur le goût. On a besoin de le vendre, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignes spécialisées qui représentent, vous disiez, la moitié du marché, est-ce qu'elles font ce travail commercial, marketing? Alors peut-être que c'est mal vu dans le secteur du bio, mais est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire rêver le consommateur avec des grandes surfaces attrayantes, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui le cas de certaines enseignes spécialisées dans le bio? Alors, pour les enseignes spécialisées, alors, à leur décharge, il a fallu s'adapter à une demande qui était, je le répète, en forte croissance. Il a fallu ouvrir des magasins, il a fallu s'organiser pour déjà répondre à la demande. Et donc, de ce fait, n'ayant pas la force de frappe des plus grosses enseignes, ça a été justement la priorité. Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a à se questionner sur la façon dont on peut faire rêver, comme vous dites, même si ce n'est pas simplement le but. Le but, c'est s'alimenter sainement, mais en tout cas, présenter de manière différente, peut-être sur des gammes plus larges,
pour s'adresser aussi aux budgets les plus resserrés, que ce ne soit pas une forme d'élitisme d'avoir des magasins spécialisés en bio, comme si le bio était une forme de luxe à la française. Sortons de ça, évidemment. Réinventons peut-être une forme de distribution spécialisée. Donc il faut réinventer une forme de distribution spécialisée. On a vu certains grands acteurs, Leclerc pour ne pas le citer, qui ont tenté l'aventure en scène spécialisée. Ça n'a pas marché. Franck Rosenthal, comment expliquer cet échec de Leclerc, qui a des enseignes spécialisées par ailleurs dans la culture? Pourquoi cet échec de Leclerc dans le bio, alors qu'on aurait pu attendre un Leclerc très actif, avec des prix très bas sur le bio? Qu'est-ce qui a échoué avec cette enseigne? En fait, ça prouve d'abord que le marché du bio est un marché particulier et qu'on ne peut pas faire sur le marché du bio ce qu'on peut faire partout ailleurs. Voilà. Donc je crois que ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer. Ensuite, après, quand les grands de la distribution vont dans le bio, alors ils y vont dans leurs rayons déjà. Ça commence par les hypermarchés, les supermarchés et même Lidl pour ses magasins, quoi, en fait. Bon, chacun y va dans ses rayons et donc propose une offre. Cette offre, elle est accessible par tous les Français. Donc quand vous vous lancez une enseigne spécialiste bio, soit vous l'avez dans votre palette, en fait, et c'est le cas, par exemple, du groupe Casino Monoprix avec Naturalia, soit vous lancez, soit vous rachetez aussi. C'est ce qu'a fait Carrefour avec une enseigne spécialisée qui est Sobio, quoi. Enfin, voilà, donc, et vous pouvez vous développer comme ça sur tous les circuits. Le problème de Leclerc, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes dans la galerie commerciale et que vous avez l'offre de l'hyper et que vous avez l'offre du spécialiste, il faut évidemment que ça ne soit pas la même offre. Parce que si c'est la même offre, ça n'a aucun intérêt. Surtout si elle n'est pas au même prix. Donc voilà, c'est forcément une offre différenciante. Et c'est compliqué pour les fournisseurs, qui sont des fournisseurs qui sont quasi exclusifs de la distribution spécialisée, d'aller chez Leclerc dans ces conditions-là. Et évidemment, d'avoir la demande de Leclerc, d'avoir des prix qui sont plus faibles. Donc moi, je me mets à leur place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si Leclerc leur demande d'être 20% moins cher que chez Biocoop, et que Biocoop est leur principal partenaire, c'est difficile d'y aller, quoi. Et ils n'y vont pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils n'ont pas l'offre. Et c'est avant tout une question d'offre, plus que de prix. Qu'est-ce que vous aviez pensé de cette initiative? On rappelle, ça s'appelle les marchés bio. L'objectif était 200 points de vente à horizon 2022. On en est à 17 aujourd'hui. Je pense que l'enseigne va être abandonnée. Est-ce que vous pensez que faire je dirais pas du low cost, mais en tout cas du bio très accessible, est-ce que vous y étiez favorable à ce type d'initiative? L'accessibilité, pour nous, c'est un enjeu majeur parce que, je le répète, on n'est pas là pour produire de l'alimentation qui serait réservée à une partie de la population. Sauf que l'accessibilité qui se fait au détriment de beaucoup de maillons de la chaîne, ça ne nous convient évidemment pas. Donc l'idée pouvait être bonne de rendre plus disponible et donc de profiter peut-être d'une notoriété en matière de prix pour passer des produits bio, mais à condition que ça se fasse de façon construite et de façon à ce qu'on ait de la transparence aussi et de l'équitabilité qui s'installe. Le contexte de la loi Egalim est apparu après, ou en tout cas on commençait à en parler. Aujourd'hui, il en serait forcément différent parce que comment construire et comment mettre du bio low cost tout en respectant finalement les règles. La filière. Voilà. D'accord. Le marché du bio connaît des difficultés. Longtemps, on a dit qu'il n'y a pas assez d'offres. Il n'y a pas assez de production en bio en France. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette baisse de la demande, on rappelle, le marché devrait décroître on aurait perdu quasiment 1 milliard d'euros en 2 ans sur ce marché du bio. Est-ce qu'aujourd'hui, les producteurs en bio que vous représentez aujourd'hui, est-ce qu'ils ont du mal à écouler leur stock et comment ils le font? Je crois que certains le vendent en conventionnel ou en tout cas certains acheteurs l'achètent en conventionnel. Comment ça se passe aujourd'hui pour un agriculteur bio qui vient de faire la transition au bio? Est-ce qu'il est en surproduction? Est-ce qu'on arrive dans cette situation paradoxale où on sera en surproduction de bio? La plupart du temps, et dans la majorité des cas, heureusement, les filières sont suffisamment installées et construites avec des partenariats sur 2-3 années glissantes, de façon à avoir des choses qui restent stables et qui apportent quand même un minimum de sérénité pour tout le monde, pour tous les acteurs. Et donc le fait d'avoir dans beaucoup de filières réussi à contractualiser avec Laval, c'est déjà une forme de sécurité pour la plupart d'entre eux. Donc les gens qui
arrivent simplement là et qui n'ont pas eu le temps justement de s'installer et de s'inscrire dans du moyen terme, forcément c'est plus difficile et certaines productions malheureusement oui, sont commercialisées dans le circuit conventionnel sans avoir le prix bio en face, donc c'est un manque à gagner. Néanmoins, on jette quand même le moins possible de produits bio. Vous l'imaginez bien, produire bio et pour jeter, ça n'aurait aucun sens. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est justement de perdurer avec des repères qui changent. Donc on attend évidemment peut-être la stabilisation, peut-être avec une inflation qui va se stabiliser sur l'année à venir ou sur la suivante. Évidemment que tout ça, c'est des éléments de contexte qu'il va falloir prendre en compte. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a la plupart des filières qui ont cette forme de résilience parce qu'on a contractualisé avec l'aval. Est-ce que le bio c'est cher, la transition en agriculture bio c'est cher, on a besoin d'emprunter? Est-ce qu'aujourd'hui les banques, eh bien, elles ont fait resserrer les cordons de la bourse et est-ce qu'elles prêtent moins dans ce contexte où le marché du bio n'a plus ses croissances à 2 chiffres d'il y a encore 2 ans? Alors là aussi, on va observer ce qui va se passer, mais en tout cas, les pouvoirs publics ont eu des objectifs de développement bio assez ambitieux et de ce fait, ils ont choisi de mettre vraiment beaucoup d'argent pour inciter à la conversion. Mais pas de manière durable, de manière assez courte dans le temps. Donc une somme d'argent qui arrive sur la ferme pour faire ses investissements et puis compenser du manque à gagner. Mais la question se pose sur l'après. Une fois qu'on s'est installé, qu'on a changé de système, qu'on a changé un petit peu de métier, parce que c'est aussi un peu un changement de métier, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, la question va se poser quand la décision de supprimer l'aide, ce qu'on a appelé pendant longtemps et à tort l'aide au maintien, elle a été prise récemment, donc on va en voir les effets prochainement. Et donc, certainement qu'on va avoir des gens qui vont se poser la question de ressortir à nouveau de l'agriculture biologique au bout de ces quelques années d'engagement pour recevoir une aide à la conversion. Est-ce que ça reste cohérent, vu l'envolée des prix conventionnels? Est-ce que ça reste cohérent? On va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, très peu de déconversion. Et le signal qui remonte, en tout cas, c'est de subir sans se mettre en danger et puis de passer le moment difficile. Passer le moment difficile. Alors, pour conclure, on va essayer de faire un peu de prospective. On va imaginer 2023, 2024, l'inflation revient à des niveaux qu'on avait connus ces 10 dernières années, avant cette crise. Est-ce que le marché du bio peut rebondir? Et est-ce qu'il peut rebondir de la même manière avec de fortes croissances? Ou est-ce qu'il va falloir vendre le bio différemment après cette crise de l'inflation qui aura fortement impacté le bio? Franck Rosenthal. Alors, je crois qu'il y a un acquis qui est très positif, en fait, sur le marché du bio. C'est que le lien entre l'alimentation et la santé, il est fait par les Français. Et donc, même si la consommation baisse, ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas que ces produits-là ne sont pas bons pour leur santé. Voilà. Donc ça, je pense que et c'est quelque chose qui va perdurer. Et bon, il y a eu les efforts des pouvoirs publics sur ce sujet-là, il y a eu l'effort de tous les circuits qui devraient payer. Donc on peut être plutôt optimiste sur ce plan-là. Après, je crois qu'il y a la pédagogie qu'il va falloir faire, c'est-à-dire pourquoi un produit bio, et expliquer justement ces différences de prix, et peut-être que le bio est moins soumis à l'inflation. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui, ceux qui nous écoutent doivent être assez surpris par ça. Et donc, les produits premiers prix sont plus soumis à l'inflation, voilà, et pourtant, mais restent moins chers. Voilà, donc ça dépend de leur évolution et de la valeur absolue. Je suis d'accord. C'est-à-dire que les produits premiers prix ils augmentent de 18% cette année, mais ils restent beaucoup moins chers que les marques de distributeurs et que les marques nationales. Et les marques de distributeurs, elles augmentent de l'ordre, c'est des chiffreries, de l'ordre de 15% à peu près. Donc, c'est-à-dire supérieur à l'inflation sur l'alimentaire, qui, rappelons-le, est à 12 sur les derniers chiffres, quoi. Enfin, voilà. Donc, je pense que ça c'est des choses à expliquer. Et puis, je pense qu'il y a surtout une façon, c'est de donner plus envie sur le bio et d'avoir des choses plus colorées. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de Grand Frais. Bon, Grand Frais, une des clés de son succès, c'est que vous allez dans n'importe quel magasin, vous avez un magasin qui est très coloré, qui est très visuel, qui est très beau, qui donne envie sur des produits frais, sur des fruits et légumes, sur des fromages, sur de la charcuterie, sur tous les métiers du frais. Et ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que le bio est à la fois un marché à part, mais il doit être théâtralisé, il doit être expliqué, il doit y avoir de la pédagogie, il doit y avoir des animations. En fait, il doit y avoir beaucoup plus de plaisir autour du bio. Ce n'est pas une punition de manger bio. Et ça, je crois que à la fois les distributeurs
Et à la fois les consommateurs, ils doivent être évidemment liés à ça, c'est-à-dire qu'il y ait du plaisir en fait sur l'alimentation bio. Philippe Camburé, vous partagez cette vision de l'avenir à court terme du bio, de ce rebond éventuel. Est-ce que le bio doit être plus attirant pour rebondir après cette crise ? C'est évident. Derrière un produit bio, il y a une histoire. Il y a des gens qui travaillent, de longues heures, qui se sont mis en danger, en difficulté, mais qui sont fiers d'avoir produit ces produits-là, qui sont fiers de les avoir produits sans altérer les biens communs, donc en produisant de l'eau potable, en préservant la biodiversité, tout ça. Derrière tous ces produits bio-là, il y a une histoire. Et cette histoire-là, il faut évidemment continuer à la raconter d'une manière probablement différente. Et puis aussi, il faut que ce soit un effort collectif. Donc je prends l'exemple de la restauration commerciale. Aujourd'hui, malheureusement, on a assez peu de restaurants qui s'engagent dans l'aventure bio, alors que franchement, ce serait un bel épanouissement et une belle marque de valeur que de travailler les produits bio aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va réussir ensemble et en se mobilisant. D'accord. Bon, le bio va rebondir. Bien sûr. Message optimiste. Merci beaucoup à vous deux d'avoir décrypté, d'avoir tenté de nous expliquer ce qui se passait sur ce marché du bio et essayer de faire un petit peu de prospective pour savoir comment allait évoluer ce marché plébiscité par les Français depuis plusieurs années. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce débat BFM Business et à bientôt pour un prochain débat décryptage.